Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime en ce lundi 20 septembre. Jonathan Filion avec vous, accompagné comme à chaque semaine de mon collègue Pascal Eberhard. Salut Pascal. Salut Jonathan, salut le chat, salut tout le monde. Oui, il y a déjà un chat avec plusieurs commentaires. Il y a des salutations de Simon, Didier, Morissette, Jayan. Salutations à tous. Évidemment, on vous invite à nous poser vos questions dans la section commentaires de ce live. Il y a Jayan qui sera déçu, Pascal, parce qu'il dit une salutation à mon consultant préféré, Stéphane Rochette. Non, Stéphane ne sera pas là aujourd'hui. Et Pascal, il y a une raison bien simple. C'est une grande première aujourd'hui pour Overtime. Oui, et puis il fallait bien donner aussi une semaine de congé à Stéphane, enfin un lundi de congé à Stéphane, il en fait déjà beaucoup. Tu l'as dit, on a un invité ce midi, ce soir, oh là. La journée va être longue, Pascal. La journée va être longue. On a un invité, c'est Raphaël Berger, le directeur général de Fribourg-Gotteron, qu'on accueille. Salut Raphaël. Salut à tous. Alors Raphaël, on a décidé de se tutoyer avant l'émission, donc voilà, soyez pas surpris, on va être un petit peu moins formel. Et puis pour nous accompagner également, David Pietronigro. Salut David. Salut tout le monde. Raphaël, on va tout de suite se tourner vers toi pour commencer cette entrevue. Évidemment, le chat peut poser ses questions si vous voulez vous adresser directement à Raphaël. On va faire le lien entre vous et le CEO de Fribourg-Gotteron. Raphaël, tu as une longue feuille de route. On le sait comme joueur en National League avec Zug et Fribourg, et également comme dirigeant, puisque depuis 2012, tu es président CEO de Fribourg-Gotteron. Tu as annoncé ton départ en date du 31 décembre 2021. Qu'est-ce qui a motivé ton départ à quitter Fribourg-Gotteron et à quitter tes fonctions? Alors, c'était un concours de circonstances, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, j'ai vécu effectivement, comme tu l'as rappelé, de longues années dans ce milieu. Non pas comme président, mais uniquement comme CIO, notamment sur les dernières années. Et puis, voilà, j'ai eu une opportunité qu'on m'a proposée. Et puis, j'ai mûrement réfléchi, évidemment, à quitter un milieu que je connais pour me lancer dans une autre activité. Mais ça faisait aussi maintenant 21 ans dans les différentes fonctions que je suis ou que j'étais actif ici à Fribourg. À l'âge de 42 ans, donc ça représente la moitié de mon existence finalement. Et puis, on ne sait jamais quand une opportunité se présente, si elle se représentera un jour sous la même forme, sous une autre forme. Et puis, voilà, il faut faire un choix. Donc, j'ai fait ce choix avec un certain nombre de choses, évidemment, que je vais regretter de ce monde que je connais si bien, mais d'autres choses aussi que je me réjouis de découvrir pour les prochaines années. Quand tu fais le pour, le contre pour te décider, ça t'a pas pris 2 secondes. À mon avis, ça a été un petit peu plus compliqué à peser parce que c'est un monde, le hockey sur glace, auquel tu es attaché, auquel tu as consacré plus que la moitié de ta vie, en tout cas la moitié de ta vie à Fribourg-Gotteron, mais plus aussi dans ce monde du hockey sur glace. Qu'est-ce qui te décide finalement de finalement le laisser, le quitter pour un monde maintenant dans le privé qui t'attend? Alors, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est que jusqu'à aujourd'hui, et c'est encore une fois de nouveau le cas, j'ai toujours choisi ce que je voulais faire. Quand j'étais petit, j'avais dit à mes parents, à 12 ou 13 ans, je veux devenir joueur de hockey professionnel. Je le suis devenu quand j'étais ici à Fribourg et que je voyais arriver la fin de carrière pour diverses raisons médicales. Je m'étais donné aussi cet objectif de passer dans le management, et finalement, j'y suis passé immédiatement après mon arrêt de carrière. J'ai rapidement gravi aussi les échelons pour devenir le directeur général de ce club de Fribourg-Gotteron, avec tous les défis et tous les projets qui ont été réalisés ces dernières années. Et puis là, encore une fois, j'étais devant un choix. Et puis, plutôt que d'attendre ou peut-être de se dire, OK, peut-être ça reviendra, ou de voir ce qui se passera, j'ai pris la décision, encore une fois, de choisir ce que j'allais faire moi-même et de pas prendre le risque de me faire imposer quelque chose dans les années futures. Donc, c'était ça le facteur déclencheur. Hein. Tu disais que tu avais dit à tes parents que tu voulais devenir hockeyeur professionnel. Est-ce que tu leur as dit que tu voulais être champion de Suisse, puisque ça a été le cas en 98 avec Zug?
Alors ça c'est peut-être quelque chose qui se planifie un peu moins. C'est évidemment un rêve pour chaque joueur qui commence le hockey. Après, c'est vrai que parfois on me fait aussi la remarque, on me pose la question par rapport à Fribourg, on n'a pas été champion et tout ça. C'est évident qu'il y a des environnements qui sont plus ou moins propices à devenir champion, hein, finalement, dans quel que soit le sport, qu'on pratique. Hein. Si vous voulez devenir champion du monde de hockey, vous avez meilleur temps d'être canadien ou russe. Que autrichien ou polonais, quoi, en réalité. Donc voilà, il y a des éléments, des environnements qui sont plus favorables que d'autres, mais forcément que c'était un rêve. Alors j'ai eu la chance que ça m'arrive lors de ma première année en National League. C'est pas évidemment l'année où j'ai le plus joué, où j'ai eu le plus de rôles dans une équipe, mais malgré tout, ben voilà, j'ai fait partie de cette aventure de Zug, qui avait conquis ce titre à cette époque en 98. Et puis, heureusement pour eux, ils ont réussi maintenant à doubler la mise la saison passée. Je pense que c'était aussi mérité. Mais toi, quand tu vois ce qui est arrivé à Zouk justement la saison dernière, et puis cette longue attente qu'ils ont mis entre le titre de 98 et puis celui de l'année dernière, et tout le travail qui a été fait aussi pour changer, on va dire, tout ce qui se passe derrière dans l'encadrement du club et tout, ça a été une source d'inspiration pour Fribourg aussi, pour essayer de ce que tu as voulu mettre en place, de donner le maximum de clés aussi au club pour que ce titre de Fribourg puisse enfin devenir réalité. Alors de toute façon, on a évidemment des modèles, hein, et les modèles ne peuvent être que ceux qui ont réussi à finalement atteindre cet objectif-là de gagner un titre. Donc on essaye à notre sauce, hein, parce qu'il ne faut pas non plus vouloir faire exactement toujours à 100% ce que font les autres, parce qu'on est toujours dans un contexte qui est différent. Mais évidemment qu'il y a des inspirations et qu'il y a des éléments qu'on grappille à gauche, à droite, qu'on peut essayer aussi d'intégrer dans l'autre environnement, pour essayer de progresser. Après, c'est vrai que ça reste compliqué, on est bien d'accord. Hein, on était tout près du but en 2012-2013. On a fait, comme l'a fait Zou, on va dire, après ces quelques finales qui se sont soldées par des défaites. On a essayé de renforcer encore notre effectif. Malheureusement, on avait une réserve, on va dire, qui était très limitée dans le temps, et on a pu encore faire quelques opérations intéressantes pour la saison 13-14. Malheureusement, ça n'a pas marché. Puis ensuite, on était conscient, et on le savait, on l'avait annoncé, que jusqu'à l'arrivée dans la nouvelle patinoire, on allait faire quasiment un pas de retrait, parce que justement, d'autres clubs avaient réalisé de nouvelles infrastructures ou étaient en train de les réaliser, et le rapport de force se modifiait au sein de notre ligue. Et effectivement, quand on voit le travail qui a dû être accompli à Zoug, depuis aussi évidemment la construction de leur nouvelle patinoire, avec plusieurs finales perdues. Et finalement, l'élément déclencheur, c'est quand même après d'aller débaucher dans d'autres clubs des joueurs majeurs tels que Giannoni ou Hoffman. Ben, c'est des choses qu'on a dans le viseur, mais qui ne sont pas toujours évidentes à réaliser, d'autant plus maintenant qu'on sort quand même d'une saison très compliquée, très difficile aussi au niveau financier. Mais je pense que vous avez suivi aussi qu'on reste optimiste, et les difficultés ne nous empêchent pas de rester ambitieux pour le futur. Justement, dans le chat, il y a Gaëtan qui pose la question: avec un passé de joueur avec un titre et cette expérience comme DG, que manque-t-il au roman, en particulier à Fribourg, pour fêter un titre? Alors, il manque certainement beaucoup de petites choses qui font que l'année où une équipe va au bout, eh bien, finalement, il y a quasiment tout qui doit, il y a tout qui doit s'accorder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez avoir vos joueurs majeurs dans votre équipe qui performent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Vous devez aussi évidemment être un petit peu chanceux, être épargné par les blessures. Vous devez aussi pouvoir compter sur un banc qui vous permet, pendant la saison régulière qui est longue, de peut-être pas gaspiller trop de force, enfin, que ce soit en saison régulière ou même, on va dire, dans les premiers tours de play-off. Peut-être, si je reviens à notre finale 12-13 contre Berne, on se présente en finale avec un effectif où nos deux premiers centres, en l'occurrence Christian Dubé et Sandy Janin, ont joué cette série en étant blessés, en étant touchés, quoi, donc sans être à 100% de leurs moyens. Donc il y a ces éléments-là qui font une différence. Et puis aussi après, alors vous me direz, ça c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, malheureusement, c'est l'expérience de ces moments-là.
Et comment faire pour acquérir cette expérience si vous n'avez pas les joueurs qui vous permettent de l'acquérir? Eh bien, comme je l'ai dit avant, comme Zoug l'a fait, c'est en allant chercher à certains endroits, que ce soit en termes de joueurs étrangers. Évidemment, c'est un petit peu plus facile parce que le marché est beaucoup plus large, ou d'être assez attractif sur le marché des joueurs suisses pour faire venir chez vous des joueurs qui ont cette expérience de la gagne, qui vous permettent aussi après de pouvoir passer à travers des moments compliqués, des moments de doute. Et on le voit peut-être même, c'est peut-être anecdotique au vu pour le public, mais on voit une équipe comme Berne qui a une saison quand même très compliquée la saison passée, qui arrive quand même à aller chercher quelque chose et à gagner la coupe, quoi, parce que justement, il y a dans les rangs de ces équipes, il y a des caractères, du leadership et de l'expérience aussi de ces moments clés qui sont les moments décisifs d'une saison. Raph, on va beaucoup te faire parler, je crois, hein, dans ce début de Overtime aujourd'hui. J'ai mon verre d'eau, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Tu as aussi un super décor, d'ailleurs. J'en suis presque Ouais. jaloux alors qu'on discute après tout ça. Moi, ce que j'ai envie de savoir, finalement, est-ce que les gens se posent, parce qu'on va parler de tes projets, de la nouvelle patinoire, bien sûr, mais le directeur général, quel est son travail? On ne le met pas hyper souvent sur le devant de la scène, plus un travail de coulisses, de projets à mener. Toi, on va dire, sur une saison, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place dans ton boulot pour que tout se passe bien? Alors, ben, le rôle effectivement d'un directeur général, il est de superviser finalement la totalité des activités de l'organisation qui ne se résume pas à la pratique au déroulement des matchs, si on veut bien, hein. C'est clair que du point de vue du public, c'est forcément la seule chose qui compte ou presque. Et c'est aussi évidemment la nature de notre activité et le point fort de notre activité. Mais forcément, quand on est dans une organisation comme Fribourg-Gotteron, ou évidemment comme tous les autres clubs de National League, il y a cette tâche, ce devoir de supervision générale de tous les départements de l'entreprise. Et en fait, ben, il faut tirer les bonnes ficelles au bon moment finalement pour que les choses s'accordent et puis pour que tout se passe bien. Partant du principe qu'on est une PME avec une petite centaine d'employés à l'année, avec plus de 300 salariés en saison de hockey, avec plus de 250 jeunes qui sont dans notre centre de formation, avec des relations à soigner à tous les niveaux, au niveau évidemment des sponsors, des fans, des politiques, des médias, sans plutôt minimiser le rôle à jouer aussi en interne, parce que finalement, ben, les premières personnes qui doivent se sentir bien dans une organisation comme la nôtre, eh bien, ce sont nos collaborateurs. Et oui, on doit plaire à l'extérieur, mais d'abord, on doit être efficace et performant et crédible à l'interne vis-à-vis de ces équipes. Et puis je pense que c'est effectivement ce rôle-là qui est totalement invisible vu de l'extérieur, mais en même temps c'est assez normal. Et puis c'est pas ça qui rend notre activité intéressante aux yeux du public. Si je te comprends bien, quand on est directeur général, on ne compte pas vraiment ses heures parce qu'il y a la journée de bureau où on travaille sur ce qu'on doit faire la journée, puis il y a le côté relationnel les soirs de match encore. Alors oui, effectivement, c'est un milieu où on n'a pas de... Bah déjà, il n'y a quasiment pas de frontière entre la vie privée et la vie publique, hein, finalement, puisque quoi que vous fassiez dans votre vie privée, hormis quand vous êtes à la maison le dimanche sur votre canapé avec votre femme et vos enfants, ben, il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui va venir vous parler de ce joueur ou de ce dernier match ou de ce prochain match ou de ce choix d'avoir prolongé ou pas prolongé ou de ce joueur qui marque pas en powerplay ou ainsi de suite. Enfin voilà. Donc il n'y a pas de vraie séparation entre la vie privée et la vie publique. Et puis c'est vrai qu'on travaille dans un monde où on a une gestion d'entreprise totalement standard, si on peut dire ça, hein, qui nous occupe la plupart de nos semaines. Et additionné à ça, on a la partie événementielle. Donc que ce soit évidemment les matchs qu'on organise nous ou la multitude d'autres événements auxquels on est invité à participer activement ou passivement. Mais ça fait effectivement des grosses semaines. En tous les cas, pendant les mois de août à mars ou avril, les semaines, voilà, c'est 6 ou 7, quoi, c'est clair. Hein, les semaines de 5 jours, ça n'existe pas vraiment. La question de David, elle amène une très belle transition sur plusieurs questions qu'on a eues de Simon notamment. On va prendre la dernière parce que c'est celle qui résume le mieux. L'objectif d'une société anonyme comme Fribourg n'est-il pas de faire des bénéfices? Mais au final, à quel prix devient un titre de champion
immorale d'un point de vue économique? Alors effectivement, c'est une question c'est une question qui est tout à fait légitime, hein, mais il faut peut-être la poser de manière générale et pas seulement par rapport au titre de champion suisse. Je me rappelle aussi l'une ou l'autre année, dans le début des années 2000, quand j'étais encore joueur, ou entre 2007 et 2010, quand on a eu des séquences de play-off où on a éliminé des Zurich ou des Berne. À la fin, effectivement, que l'investissement pour une équipe en relation après avec le résultat final, il est totalement disproportionné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des clubs qui investissent des moyens fous pour arriver à des résultats qui finalement ne sont pas forcément très différents des autres. Après, la réalité, elle est quand même là pour démontrer que l'équipe qui n'est pas capable de mettre les moyens ou bien de mettre des moyens derrière ses ambitions, ses objectifs, eh ben, elle n'y arrive pas non plus. Donc à un moment donné, il faut trouver la juste balance entre ça, mais on est dans le sport, il y a effectivement des choses qui sont démesurées, hein, non seulement dans le hockey sur glace, où je dirais qu'on a encore une certaine mesure par rapport à d'autres sports, mais c'est vrai qu'il y a parfois des comparaisons qui sont assez affolantes, et on a toujours eu cette prudence aussi de ne pas dépenser de l'argent qu'on ne gagnait pas, et de rester finalement dans les clous par rapport à notre budget et par rapport à nos dépenses, notamment pour le département professionnel. Mais chacun agit différemment. Et encore une fois, de la même manière que chaque club est structuré, organisé différemment en fonction de son contexte et de son environnement, eh bien, la même chose peut se dire aussi au niveau de l'approche financière. Et voilà, si c'est sans critiquer leur mode de fonctionnement, mais quand on a un club comme Zurich Lions qui fait son dernier titre et qui fait des millions de pertes, ben, à un moment donné, il y a effectivement une question qui se pose, où c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. On vient de parler des salaires et des contrats. J'en profite pour y aller avec la question de Patrice. Que ce soit à Fribourg ou ailleurs, le timing n'est-il pas risqué, entre parenthèses, avec la situation du COVID, là, pour signer des joueurs si longtemps? J'ai l'impression qu'il fait un peu référence à Christophe Berthier avec son contrat de 7 ans. Est-ce que pour une équipe comme ça peut être un risque, ou est-ce que c'est calculé? Qu'est-ce que tu en penses? Alors de toute façon, chaque chose qu'on fait maintenant depuis bientôt 2 ans, malheureusement, comporte une part de risque, puisqu'il y a effectivement une incertitude sur le futur à court terme, et peut-être même à moyen terme de nos différentes activités. Maintenant, si on fait une comparaison avec d'autres domaines d'activité, quand on connaît une crise, une difficulté, eh bien finalement, on peut se replier sur soi-même et puis essayer, on va dire, bon an, mal an, de s'en sortir avec le minimum légal, si je peux dire ça comme ça. Ou d'un autre côté, on peut prendre une autre direction finalement, et faire en sorte de redonner une dynamique, de redonner aussi envie aux gens de venir. Et pour ce faire, eh bien, dans un domaine comme le sport, il faut investir dans le produit. Et le produit se développe et est attractif en très très grande partie au travers de l'effectif des joueurs qui est mis à disposition d'une équipe et qui est proposé à notre public. Donc oui, évidemment, il y a un risque, mais comme il y a un risque dans tout engagement finalement que nous faisons, qu'il soit à moyen, court ou long terme. Et d'un autre côté, il faut voir ça plutôt comme un investissement pour redynamiser notre activité, et puis aussi pour donner confiance aux gens, parce que finalement, vous pouvez, comme j'ai dit avant, vous replier sur vous-même, être très très frileux sur le marché des transferts, et à la fin, ben, vous alliez arriver où? Certainement nulle part. C'est un mauvais exemple, mais en réalité, ils n'avaient pas le choix. Donc là encore, c'est pas du tout non plus une critique vis-à-vis d'eux, mais quand on regarde la saison qu'a fait Langnau la saison passée, c'était la démonstration flagrante qu'à un moment donné, ok, oui, les difficultés sont là, on peut passer à travers en ne faisant presque rien, en tous les cas au niveau sportif. Et puis d'un autre côté, on peut essayer aussi d'avoir une approche positive et d'essayer de jouer les choses à fond, en prenant certains risques, mais encore une fois, pas démesurés. L'engagement de Christophe Berthier, il aura des conséquences évidemment sur le reste de notre effectif, puisqu'on a un budget qui est clair. C'est un sujet qui viendra peut-être après, mais à Fribourg, on le souhaite, le salary cap, mais en réalité, nous, on n'en a pas besoin, puisqu'on l'a déjà, c'est notre budget. Et chaque franc qu'on a dépensé en plus pour un engagement particulier, eh bien, on va devoir l'économiser dans une autre partie du budget.
Moi, je veux rebondir sur quelque chose finalement qui va dans ce sens, puisque tu parles de budget et peut-être d'économie. C'est peut-être quelque chose aussi qui tient à Fribourg. Je vais rejoindre la question dans le chat de Nicolas Chawarian aussi qui dit quelle est finalement la part de la relève? On sait qu'on veut faire revenir, et ton président avait mis vraiment, on va dire, beaucoup d'énergie pour faire revenir Berchi, un fribourgeois aussi à la maison, préparer la Prêche-Prunger et tout, mais il y a toujours cette volonté d'avoir cette touche fribourgeoise et cette ossature au sein du club. La relève à Fribourg, elle a quelle part d'importance et quelle volonté aussi? On sait que ça dépend aussi du sportif, mais est-ce qu'elle a une place dans un futur proche à Fribourg-Gotteron? Est-ce qu'on en tient compte? Alors absolument, donc notre stratégie elle est claire hein, au niveau de la vision, au niveau de notre conseil d'administration elle est claire, c'est-à-dire que au maximum on doit évidemment évoluer avec notre première équipe qui sera composée de joueurs du cru. Donc dans l'idéal évidemment des joueurs qu'on conserve chez nous sur toute la période de formation et qui puissent intégrer ensuite notre première équipe. Sachant que sportivement, c'est quelque chose d'assez aléatoire de miser uniquement là-dessus, hein, parce que le chemin est difficile et souvent il faut faire quelques petits écarts à gauche ou à droite pour après revenir. Évidemment que le cas de Christophe Berchi, un joueur qui finalement va se développer ailleurs et quand il revient chez nous, il est mûr et il est finalement à son sommet, donc évidemment aussi au sommet de son prix. C'est des choses qu'on peut pas se permettre chaque année. Donc l'objectif est clairement de pouvoir conserver et de développer aussi. Donc c'est le cas. Hein. Il y a peut-être besoin de regarder juste les buteurs de Fribourg-Gotteron sur ce début de saison. Donc on a les joueurs qui sont là, mais on a aussi, c'est vrai, des joueurs qui arrivent gentiment en fin de carrière et qu'il faudra songer à remplacer. Après, les centres de formation, c'est quasiment 2 millions d'investissements chaque année dans notre organisation. Ça ne vous donne jamais de garantie à 100% parce qu'il y a plein d'éléments, plein de facteurs que vous ne maîtrisez pas. Il y a des années qui sont mieux que d'autres. Il y a des années où il y a plus de quantité ou moins de quantité. Il y a des fois où c'est que vous avez la perle rare et puis elle sera tellement rare qu'elle va peut-être être sollicitée très tôt pour aussi aller voir ailleurs. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des centres de formation qui se font concurrence entre eux. Donc voilà, à nous d'être aussi inventifs pour essayer au maximum de conserver nos jeunes, de leur donner la possibilité de se développer sans non plus griller les étapes. Hein. Il y en a, on ne va pas faire de rappel des événements de ces derniers mois, mais il y en a certains qui ne sont pas capables d'avoir la patience nécessaire et qui veulent absolument griller les étapes. Donc à un moment donné, il y a une question de confiance aussi qui doit s'établir entre une direction technique, entre un club en général, la vision d'un club et les joueurs. La patience, malheureusement, n'est évidemment plus la qualité principale qui est observée auprès des jeunes d'aujourd'hui, pas seulement les joueurs de hockey. Et on doit vivre avec ça, on doit faire avec, mais encore une fois, on a cette vision et à l'heure actuelle, on a sur nos 21, sauf erreur, ou 20 joueurs suisses, on a pas loin de la moitié qui sont des Fribourgeois. Qui ont fait soit toute leur carrière chez nous, soit qui ont navigué par l'un ou l'autre endroit avant de revenir pour se développer. Raphaël, tu as mentionné dans ton autre réponse un peu plus tôt le salary cap. Il y a Gaëtan dans le chat qui nous demande, on copie certaines choses de la NHL en National League, on le voit d'ailleurs avec les nouveaux règlements. Qu'est-ce que tu penses d'un salary cap et d'une ligue fermée? Est-ce que c'est l'avenir de la National League? Alors, peut-être la réponse la plus simple, la ligue fermée, je pense que c'est effectivement un sujet qui reste d'actualité, mais là, en l'occurrence, il faut quand même se rendre à l'évidence que les mentalités en termes d'approche ou de vision du sport en général sont totalement différentes entre l'approche nord-américaine et l'approche européenne. Pour la raison très simple que le système de club européen, avec toute la filière de formation qui fait partie finalement intégrante du club professionnel, n'existe pas de la même manière en Amérique du Nord, où on est sur un système de franchise qui viennent, avec ce que ça peut avoir de positif, mais évidemment aussi de négatif. C'est pas à quelqu'un à l'accent québécois que je vais apprendre la chose. Donc, je pense que pour des questions de mentalité générale,
on n'y arrivera certainement pas parce qu'il y aura trop de réticences et trop de freins qui seront mis notamment par l'opinion publique, même si évidemment l'opinion publique n'a pas forcément toujours raison, hein, ça c'est clair, hein, il faut dire ce qui est aussi. Mais là, je pense qu'on est quand même dans un sujet délicat. On va dire que c'est peut-être un peu moins délicat de ne pas parler de ligue fermée si on est 14 équipes que si on est par exemple que 12 ou 10, quoi, où c'est qu'il y a des risques et des implications qui sont beaucoup plus importantes. Bon, vas-y, Raph. Après la question du salary cap, donc ben, évidemment que, encore une fois, pour nous, on imagine qu'une limitation des dépenses salariales au sein des équipes concurrentes serait en fait un bénéfice pour nous, puisque nous, on navigue finalement plus ou moins toujours dans le milieu du tableau et on se met nos propres limites. Donc en réalité, un salary cap n'aurait quasiment pas d'impact sur Fribourg-Gotteron, hormis qu'il empêcherait les grosses écuries de cumuler en fait les joueurs majeurs, ce qui induirait que ces joueurs majeurs, bon, alors soit peut-être ils signeraient à des prix inférieurs dans les grands clubs, ça c'est une possibilité, ou soit alors ils seraient disponibles sur le marché pour d'autres clubs et il y aurait une meilleure répartition des forces. On rejoindrait un petit peu la discussion qu'on a eue avant sur les joueurs, les leaders d'expérience qui sont capables de vous amener aussi à un titre. Donc je pense que ce serait effectivement quelque chose de très bénéfique. Maintenant, on sait aussi que techniquement et en regard des lois, la loi simplement sur le travail en Suisse, ben, c'est quelque chose qui est très compliqué à appliquer. Après, il y a plein de formules à expérimenter, hein. C'est un petit peu ce qu'on va faire ces prochains temps dans la National League aussi. On a vu aussi d'autres sports maintenant qui lient finalement la masse salariale aux revenus réalisés, ce qui est finalement un petit peu plus équitable déjà. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui engrange beaucoup d'argent a aussi le droit de le dépenser finalement, hein. Personne ne peut l'empêcher, en tous les cas pas dans l'approche, encore une fois, européenne du sport, où on n'est pas du tout dans ce système de partage des richesses, qu'elles soient économiques ou sportives, qu'on observe dans les sports majeurs américains. On va arrêter peut-être les sujets délicats ou du futur de la National League. On va peut-être se concentrer sur toi, Raphaël. Ton bilan, vu que tu vas terminer d'ici quelques semaines ton poste de directeur général après 9 ans passés à cette place, tes plus grandes satisfactions, peut-être tes déceptions, des projets qui n'ont pas pu être mis en place, qu'est-ce que tu peux nous dire? Évidemment que le regret principal, évidemment, c'est de pas avoir réussi à conquérir ce fameux titre que Fribourg attend depuis toujours. Comme je l'ai dit avant, on en était très proche en 2012, 13, 14. Ensuite, on savait qu'on avait une période creuse où on allait devoir batailler finalement, hein. On a vu avec en moyenne à peu près une qualification chaque 2 ans pour les playoffs et des résultats en playoffs qui étaient assez décevants. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on savait. Donc, en tous les cas, pour nous, c'était pas une surprise. Et même qu'on l'annonçait, peut-être les gens ne nous croyaient pas, j'en sais rien, mais c'était pas vraiment une surprise pour nous. L'autre déception, évidemment, c'est d'avoir achevé finalement ce projet de patinoire au moment où on entrait dans la crise du Covid. Ce qui a empêché finalement d'en profiter dès le début et ce qui nous a même, en réalité, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'on a déjà communiqué au moment de notre Assemblée générale, mais ce qui nous a en fait finalement encore plus péjoré que la plupart des autres clubs. Ça, c'est peut-être ta plus grande déception à toi, de ne pas pouvoir maintenant tirer profit de cette patinoire sur laquelle tu t'es quand même beaucoup battu et investi. Oui, alors ça peut pas être une déception parce que finalement c'est un choix, c'était mon choix de partir. Donc c'est clair que c'était une déception de pas avoir pu en profiter, on va dire, la saison 2021, parce qu'en réalité le plan était là, tout était clair, que ce soit au niveau sportif, structurel, financier, tout était clair, tout était prêt. Et puis en réalité, on a été empêché de réaliser, de mettre en œuvre ce plan pour un facteur, en raison d'un facteur extérieur sous lequel on n'avait pas la moindre influence. Donc ça, c'est la déception. Maintenant, j'ai pas de déception de ne pas pouvoir le faire dans le futur, puisque j'ai choisi moi-même de partir, et je souhaite évidemment à mon successeur et à tous mes collaborateurs ici qui vont rester en place de pouvoir connaître ce succès un jour qui sera, j'espère, le plus proche possible, quoi.
Bon, là, tu nous as parlé des déceptions, mais il y a des satisfactions Alors aussi, voilà, quoi. effectivement, les satisfactions, eh bien, c'est d'avoir finalement, depuis 2007 que je suis rentré dans le management. C'est vrai que si je fais une photo de 2007 puis une photo de 2021, eh bien, en réalité, il y a à peu près tout qui a changé dans l'organisation. Et puis finalement, ben, derrière tous ces changements, il y a évidemment toujours un conseil d'administration avec un président qui est le leader finalement du club et qui tire les gens en avant et qui m'a aussi tiré moi en avant et qui m'a permis finalement, les différents présidents qui sont succédés, toujours en me faisant confiance et de me laisser, pas carte blanche, mais en une grande liberté quand même pour développer nos activités, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau même de l'organisation interne de la structure, et de réaliser aussi finalement en collaboration avec l'Entresa ce projet de rénovation et d'agrandissement de la patinoire qui s'est achevé la saison dernière. Donc effectivement que ça fait partie des grandes satisfactions et si je regarde où on en était quand je suis arrivé et je regarde où on en est quand je pars, j'ai quand même l'impression qu'on a sacrément bien progressé. On va dire de façon assez générale, comme beaucoup d'autres clubs, on va dire, c'est une évolution naturelle à tous les niveaux, mais de façon spécifique aussi à Fribourg-Gotteron. Et puis moi, ce qui me rend aussi assez fier quand même de mon passage ici, c'est quand je vois les gens que je vais laisser ici. Alors, je ne suis pas fier de les laisser, mais je suis même un peu triste de les laisser, mais je suis fier de laisser des gens qui sont en place dans chaque département, qui sont des gens compétents, qui savent de quoi ils parlent, qui ont de l'expérience, et puis surtout qui sont des gens qui sont là, qui sont en place depuis quelque temps. Il n'y a pas un immense turnover, il n'y a pas des gens qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui repartent. Il y a une continuité et il y a une stabilité à tous les niveaux qui est quand même quelque chose que chaque dirigeant d'entreprise finalement recherche dans son environnement. Il y a Simon qui dit dans le chat que tu es un type sensé et cohérent. Il te souhaite tout de bon pour ton nouveau défi et prédit que tu vas très bien réussir parce qu'il semble que tu as la tête bien sur les épaules. On va parler aussi un peu de ton successeur, c'est John Gobi. C'est un ancien défenseur comme toi, mais contrairement à toi, il n'a aucun passé avec Fribourg-Gotteron. Est-ce que ça peut être un désavantage pour lui ? Alors c'est sûr que ça fait partie des choses qu'il n'a pas quand on le compare à moi, mais en réalité ça sert à rien de comparer deux personnes qui se succèdent parce que forcément que ce sera des parcours différents. Après, John est quelqu'un qui vient d'Ambry, qui a quand même bourlingué à travers la Suisse, qui a connu aussi les autres clubs romans et notamment Lausanne au niveau du management. Donc c'est quelqu'un de par aussi évidemment son passé de joueur, a finalement l'habitude d'aller dans un environnement nouveau, de passer d'Ambry à Zurich, de Zurich à Genève, de Genève à Lausanne et de s'y intégrer relativement rapidement. Donc c'est pas quelque chose qui lui fait peur, je présume. Et oui, bien sûr qu'il n'a pas le réseau que j'ai ici à Fribourg après toutes ces années que j'y ai passé. Mais ça fera partie justement des éléments qui devra se construire dans sa fonction et surtout pas essayer de me ressembler et de faire comme moi, mais de faire comme lui il le souhaite et comme lui il le veut, en tenant compte évidemment toujours de l'environnement et des choses préexistantes, mais sans chercher à me ressembler. Et là, j'ai pas tellement d'inquiétude à ce sujet-là. On peut peut-être se diriger sur la patinoire là, parce que le temps file. Il y a déjà 5 matchs de jouer à la saison. Ton bilan, ton évaluation peut-être de ces 5 premiers matchs, est-ce que vous êtes satisfait du côté de Fribourg-Gotteron? Alors on va dire moyennement, c'est-à-dire qu'on a évidemment bien commencé avec 2 victoires. Ensuite, on est passé malheureusement à travers de ce match à Ambry, alors même qu'on savait exactement ce qui allait nous arriver dessus, que le tsunami était prêt, mais malheureusement, à force de se le répéter, peut-être que ça nous a desservi. Après, d'un autre côté, évidemment que j'étais assez content pour les collègues d'Ambry qui ont pu faire une jolie fête. On a d'ailleurs passé la soirée avec Philippe au Lombardier, donc c'était en tous les cas sympa de les voir, eux, très heureux. Et je pense qu'ils méritaient aussi ce début-là. Et puis après, il y a ces 2 matchs qu'on joue les derniers. Donc, je pense qu'on joue les 2 équipes en forme du moment, donc Bienne et Zug. Et puis la réalité, c'est qu'on domine quasiment les 2 matchs. Bienne pendant 50 minutes et Zug certainement aussi entre 40 et 50 minutes.
Est-ce qu'on aurait mérité mieux que 2 points sur ces 2 matchs? Très certainement, plus particulièrement le match de samedi à Zoug, où on a quand même eu, en termes de chances de but, bien plus de chances que Zoug. Mais voilà, à la fin, on en revient aussi à ça, hein, l'expérience, le petit truc en plus ou le petit truc en moins, un petit peu de réussite. À noter aussi évidemment que le calendrier nous était un petit peu défavorable avec 4 matchs à l'extérieur sur 5. Donc voilà, on a fait ces points qu'on a fait. On espérait certainement peut-être en avoir 1 ou 2 de plus, mais on n'est pas encore à la ramasse et puis on reste confiant pour la suite. La saison est longue, on est d'accord. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter pour l'instant pour Fribourg-Gotteron de ce qu'on a vu. Oui, il y a eu ce début de match, ces 10 premières minutes manquées à Ambry, quelques moments en début de match aussi à Zouk samedi que j'ai commenté qui était un peu délicat parce que Zouk c'est quand même une belle armada. D'ailleurs, vous avez montré du caractère et aussi une belle force de frapper. Mais toi qui pars maintenant, et tu disais ça plutôt dans tes déceptions de pouvoir faire le titre, est-ce que tu penses, alors oui, tu nous as bien expliqué tous les critères qu'il faut pour arriver à un titre et un peu de chance et tout ça, que Fribourg y est proche ou que Fribourg va devoir encore attendre? J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites pour y parvenir. La nouvelle patinoire, des comptes sains, une structure bien organisée, l'arrivée de Diaz, la future arrivée de Berchi. Enfin, pour les supporters, on sait qu'ils aiment toujours avoir une petite réponse et un point de vue du directeur général aussi. Alors j'ai l'impression que tu essayes un petit peu de m'entourlouper avec ta question. Donc si la question elle est de savoir si on est capable de faire le titre cette année, je te répondrai que si c'était le cas, ce serait une énorme surprise parce qu'effectivement on n'a pas cette année une équipe qui est bâtie et construite pour aller chercher un titre, même si évidemment on a des ambitions élevées, que nos joueurs vont dire que le but est évidemment d'aller chercher le titre et que pourquoi pas, si toutes les planètes s'alignent, ça pourrait le faire. Mais en étant totalement honnête, on n'en est pas encore à ce stade-là. Et effectivement que ça prendra certainement encore un petit peu de temps. Tu parlais de comptes sains, de nouvelles patinoires. Donc malheureusement, les comptes ne sont actuellement plus sains puisqu'ils ont été totalement... tout le travail qui avait été fait de planification a été anéanti par la crise du Covid. Donc on a dû faire un petit pas en arrière. On doit reconstruire maintenant gentiment. Mais on est ambitieux et on veut se donner les moyens d'aller chercher ce titre. Mais c'est toujours aussi difficile de fixer un objectif temporel parce que finalement, il y a beaucoup d'aléas et beaucoup d'éléments qui font que ça peut ou ne peut pas marcher. Maintenant, cette année, je pense qu'on a effectivement une équipe qui est, en termes de qualité, qui est très bien. Si on est épargné par les blessures, on a moyen de faire même très bien, je dirais. Mais on sait aussi qu'on a un banc qui est un petit peu court et puis que le jour où nos leaders seront un petit peu essoufflés, ce sera un petit peu plus difficile. Donc il faudra aussi passer par ces moments plus délicats. Mais on y croit. Et puis si ce n'est pas cette année, on remettra l'ouvrage sur le métier l'année prochaine. Ma question elle était en 2 temps, un peu pour savoir cette année, on est d'accord, mais aussi pour le futur proche. J'ai l'impression que la progression, la professionnalisation de Fribourg-Gotteron a été aussi faite dans le sens pour aller régater contre ces top équipes et pouvoir se prétendre à enfin l'avoir, ce premier titre. Vous avez souvent tourné autour dans les fortes années 90, vous avez été proche en 2012-2013, et puis on a l'impression que nous, à MySports Romandie, en tout cas, on a envie qu'ils reviennent dans notre territoire aussi, que ce soit vous, que ce soit Genève, Lausanne, que ce soit Bienne ou à Joie finalement, mais on a l'impression que vous pouvez y arriver dans les prochaines années. Alors, nous, on a aussi envie d'y croire, ça c'est clair. Hein. Après, la répartition des forces a fait aussi qu'il y a, mais ce qui est bien, et je l'espère que ça va se matérialiser, qu'il y a plus de candidats aussi qu'il y a plus de candidats pour le titre, quoi, parce qu'on a quand même vécu maintenant, il faut dire ce qui est, et puis c'est pas parce que je pars que je dis ça, mais 15 années un peu chiantes, quoi, parce qu'à la fin, c'était quand même toujours les mêmes qui gagnaient, quoi. Et puis maintenant, on a vu qu'avec finalement un club qui a été en fin de cycle complète d'Avos, qui prend du temps, ce qui est normal pour se reconstruire et qui peut-être ne pourra plus jamais viser aussi haut sur une aussi longue période que ce qu'ils ont fait au début des années, pendant les années 2000. On voit qu'un club comme Berne peut être dans la difficulté. On verra ce que Zurich fera quand ils seront dans leur nouveau stade et à ce moment-là où Walter Frey a dit qu'il ne mettrait plus la main au porte-monnaie, ils devront se débrouiller par leurs propres moyens, comme nous, on a toujours dû faire finalement.
Donc, alors d'un côté, oui, on construit quelque chose pour y arriver. D'un autre côté, on est de moins en moins les seuls à avoir cette vision-là, ce qui en réalité est très bien pour notre sport parce qu'il y aura, j'espère, dans le futur, de plus en plus de candidats au titre. Et parmi ces candidats, eh bien, nous en serons un et on espère bien qu'un jour ou l'autre, ce sera notre tour. Puisque tu parles des autres clubs, une question de Patrice qui te concerne un peu plus personnellement. En tant qu'ancien, en tant que jurassien, est-ce que tu penses que le HCA pourrait se maintenir dans l'élite ces prochaines années? Alors, le HCA aurait eu certainement de la peine à se maintenir dans l'élite si cette saison avait été, donc 21-22, avait été une saison normale avec un système de promotion-relégation, bien que arrivé en qualification pour la Ligue, on a quand même souvent vu l'équipe qui a fait connu une saison compliquée en première division, quand même être encore supérieure à l'équipe championne de deuxième division. Et donc pour répondre, je pense que Ajoie a maintenant presque 2 saisons pour s'établir. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez inespéré. Et c'est peut-être quelque chose qui devrait, à mon avis, effectivement leur permettre de pouvoir se construire, on va dire sans stress ou sans trop de stress en tous les cas pour cette première saison. Donc, c'est un élément qui plaît dans leur faveur, je dirais. Avant de te libérer, parce que je crois que tu as des obligations professionnelles aussi, Raphaël, on prend déjà pas mal de ton temps. On a compris que tu étais bien occupé dans ton emploi du temps et tout. Et puis de laisser peut-être le dernier mot à Pascal pour la dernière question. De voir la BCF Arena se remplir et de fourmiller de monde, on attend encore le premier guichet fermé. Mais qu'est-ce que ça te fait finalement de voir que le public est de retour maintenant et puis qu'on peut en tirer un petit peu plus de conséquences et de fruits de tout ce travail qui a été mené? Je dirais que c'est un peu le but pas de notre existence, mais c'est le but de notre activité, hein, finalement, de réunir le plus de monde possible pour soutenir une équipe. Et puis c'est vrai que la saison passée, elle était assez difficile à vivre, hein, non seulement dans les coulisses, mais évidemment aussi pour les joueurs sur la glace. Alors après, comme toujours dans chaque situation, eh bien, on s'est habitué et on a fait avec, on n'avait pas le choix. Mais là, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de revoir les gens, avec le seul petit bémol, évidemment, qui est constaté aussi chez nos collègues, c'est qu'il y a quand même une espèce de crainte, ou en tous les cas, une attente peut-être aussi de la part de certaines personnes pour revenir, et on voit que les affluences ne sont pas aussi élevées que ce qu'on aurait pu espérer. Et finalement, ce n'est pas quelque chose qui est très surprenant. On a déjà constaté ça exactement de la même manière dans notre département, dans nos départements gastronomie. Donc, entre une période de fermeture complète et le moment où ça réouvre, avec un certain nombre de conditions, eh bien, malgré ce que certains peuvent en penser, c'est évidemment pas l'euphorie, quoi. Les gens, ils reviennent petit à petit, évidemment. Et il faudra encore un peu de temps avant qu'on puisse, je pense, remplir la patinoire. Mais on a quand même bon espoir que ça arrive cette saison, bien sûr. Bon, alors je prends la parole puisque David avait la dernière question. Elle est très simple, Raphaël. Est-ce que, une fois que tu auras quitté Fribourg-Gotteron, on aura la chance de te recroiser au bord d'une patinoire en tant que simple spectateur, que ce soit à la BCF Arena ou dans une autre patinoire en Suisse? Alors, la BCF Arena, assurément, puisque l'entreprise dans laquelle je vais travailler est partenaire et fournisseur de Fribourg-Gotteron, partenaire aussi d'autres clubs de hockey, comme je passe régulièrement, alors c'était pas le cas jusqu'à présent en hiver, mais comme je passerai peut-être aussi régulièrement quelques week-ends dans le Jura, j'en profiterai aussi pour aller voir quelques matchs à Port-Entruy. Et puis donc oui, on me reverra, mais peut-être qu'on m'entendra pas beaucoup, parce que c'est vrai que on m'a déjà posé la question, est-ce que ceci, est-ce que cela, mais voilà, après, à un moment donné, je fais pas partie de ces gens qui disent qu'ils partent, mais qui partent pas complètement, et puis qui laissent toujours traîner le pied en travers de la porte pour qu'elle reste ouverte. Donc à un moment donné, j'ai fait un choix, donc j'assume mon choix. Et oui, bien sûr que si on me pose une fois ou l'autre des questions sur des sujets très particuliers, je me permettrai, vu mon expérience, de donner peut-être un avis, mais comptez pas sur moi pour commenter les résultats de telle ou telle équipe, ou le changement d'entraîneur de telle ou telle équipe, ou ainsi de suite, quoi. Ça fait pas partie de mon approche des choses. Raphaël, ce sera un plaisir de te recroiser dans les patinoires. Merci beaucoup pour ces 45 minutes que tu as passées avec nous, et surtout, bonne chance dans ton changement de carrière. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Bye bye. À bientôt, Raphaël.
Et Joe, on reste avec David finalement. Ouais, Pour la transition, c'était vraiment très chouette d'avoir Raphaël avec nous comme premier invité. On a très profité de généreux. faire ça Ouais. avant que John Gobi commence à la transition, parce qu'il va être plus sollicité aussi par cette transition. Puis il y a d'autres médias aussi qui voudront tirer le bilan des années Raphaël Berger à la tête de Fribourg-Gotteron. C'est logique. Oui, et éventuellement, ben, on va recevoir d'autres invités de d'autres clubs. Le but, c'est évidemment là, de faire le tour un peu de tous les clubs romans. Donc, on va arriver prochainement avec d'autres annonces d'invités. Là, on attend des confirmations. Mais vraiment très généreux, Raphaël Berger, avec nous aujourd'hui. Mais là, David, ben, on va continuer avec, parce qu'on a eu les questions dans le chat, on va continuer avec quand même un tour d'horizon de ce qui s'est passé ce week-end. Bien Et on va sûr. commencer avec Genève Servette. Bon, messieurs, ça n'a pas été le plus beau des week-ends pour Genève Servette. 2 défaites, dont la toute première de l'histoire de l'équipe à la Vaudoise Arena, parce que depuis l'ouverture de cette patinoire à Lausanne, Genève avait toujours été vainqueur sur la patinoire vaudoise. Euh, Ça n'a pas été un week-end facile. On sait, l'équipe est décimée par les blessures, mais David, là, on échappe quand même de gros points pour Genève Servette. Je crois que c'était un week-end avec trop d'émotions pour Genève Servette. Il y avait bien sûr le fait que cette série contre Lausanne à Lausanne n'allait peut-être pas s'éterniser non plus si longtemps. Hein. Comme dirait notre consultant vedette, ils étaient mûrs peut-être pour en perdre une fois. Donc ça a fini par arriver sur un score très serré et sur des petits détails, hein, parce que les deux équipes finalement méritaient aussi de s'imposer quand on gagne en prolongation ou au tir au but. De cette manière, ça se joue vraiment à des petites choses. Et le fait qu'on perde le deuxième match contre Lugano, où il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce match, sans vous cacher que c'était le retour quand même de Chris Maxwell. Alors oui, au club, on n'était peut-être pas très content, on n'a rien organisé de spécial, mais pour le public, pour pas mal de joueurs aussi, c'était spécial et on n'a pas su finalement faire prévaloir cette domination à domicile au Vernet pour bien finalement montrer à Max Orley que le club pouvait aussi gagner sans lui et face à lui. Enfin voilà, c'est un week-end spécial. Enfin, c'est le début de saison et pas encore fou pour un finaliste de la saison dernière du côté de Genève, mais moi je crois pas que j'ai beaucoup d'inquiétude. Il y a certes ces 2 défaites de suite, mais bah, je sais pas, toi Pascal, tu as commenté le match contre Lugano. Enfin, qu'est-ce qui a manqué si on parle sportif et match à proprement parler à Genève pour peut-être faire mieux? Je pense que c'est le début de match finalement, parce que ils se sont retrouvés avec Thibaut Faton comme gardien adverse, qui était secondé par David Fadani. Donc c'est sûr que c'était un jeune gardien sans expérience de National League qui était face à eux. Et les premiers rebonds de Faton étaient un petit peu euh, lâches, pas forcément très maîtrisés. Je pense qu'il y avait pas mal de nervosité aussi de son côté. Et c'est là que Genève aurait dû capitaliser. Il y a eu des bonnes actions, mais les défenseurs de Lugano ont commencé à jouer très serré devant leur gardien. Je pense que surtout Max Orley, il avait entouré la date sur le calendrier avec 36 tours de gros feutres rouges et qu'il avait préparé son match à la perfection pour jouer un mauvais tour. Il y a Nicolas dans le chat qui dit l'équipe du GSHC n'est pas mauvaise du tout, mais les blessures sont un point noir en ce moment. Mais Gauchi est pas forcément très bon dans son travail. C'est quand même une critique dure envers Gauchi qui, en ce moment, mine de rien, doit composer avec énormément de blessures. Et pour remplacer un Tanner Richard qui devrait être absent longtemps, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher Josh Joris, qui, Pascal, moi, m'a quand même plu dans les 2 matchs que j'ai vus de lui. Toi, tu l'as vu aussi du côté de Lugano. Ça amène une profondeur à la ligne de centre. L'acquisition de Valtteri Filppula, c'est loin d'être mauvais comme étranger pour remplacer Linus Omark. Moi, je pense que son travail n'est pas mauvais du côté de Gauchi. Je pense qu'à un moment donné, au niveau des blessures, ça les rattrape. Oui, on peut réussir à aller chercher des matchs ici et là, même s'il nous manque beaucoup d'éléments clés, mais au volume, ça va finir par être difficile, ça va finir par les rattraper. Roger Carrère devrait revenir en défense cette semaine. Ça va certainement aider le corps défensif parce que, disons-le, Gauthier Desclous contre Lausanne est la raison pourquoi Genève Servette est allé chercher un point. Et Gauthier Desclous a été miraculeux tout le match. Pour ceux qui m'ont écouté, j'ai été souvent élogieux envers lui. Tobias Stéphane a joué un très bon match aussi, mais Gauthier Desclous a été l'histoire de ce match.
Mais à un moment donné, il va falloir que les gars reviennent de blessure et qu'on recrée l'équipe complète de Genève Servette qui est capable de compétitionner contre les meilleurs. Joe, moi je suis pas du tout d'accord sur le commentaire là, de notre abonné qui dit que Gauchi ne fait pas un bon travail. Au contraire, je crois que depuis qu'il est arrivé, il a vraiment fait tout son possible avec les moyens qui lui sont donnés aussi pour essayer de construire la meilleure équipe. Hein. Et c'était pas forcément prévu de perdre Marc. On a dû prendre le temps à tête reposée de réfléchir, de savoir quel profil on voulait. On a quand même fait venir un vétéran de 37 ans, mais qui a un sacré passé derrière lui de 1200 matchs de NHL, qui vend la marchandise en ce début de saison. On avait Pouliot, parce que je crois que la blessure de Tanner Richard est aussi une discussion en fond, mais il y a Pouliot qui se blesse, on peut compter sur l'arrivée de Josh Joris. Donc je crois que Gauchi, en tout cas, c'est pas lui la cible, c'est pas lui le responsable des blessures non plus qui sont à répétition. Il y a une part de malchance, est-ce qu'il y a une part de temps, d'espace entre la finale, le repos, la préparation de la nouvelle saison, beaucoup de matchs amicaux aussi pour Genève Servette, qui fait que maintenant les organismes lâchent, mais c'est en tout cas pas le directeur sportif qui doit avoir sa part de travail là-dedans. Hein. Non, puis pour revenir sur les blessures, je lui ai posé la question avant le match, et puis à part pour Carrère, c'était un gros soupir de sa part parce qu'il est justement, c'est compliqué aussi à gérer tout ça. L'information par rapport à Carrère, c'est lui qui me l'a donné, hein, et il croise les doigts. Alors ce sera certainement pas pour demain, mais pour ce week-end. Et puis il y a Marc qui souligne que des clous ne peut pas tout faire et n'est pas capable de faire 2 soirs comme à Lausanne. Il est aussi sorti apparemment pour éviter une blessure ou une douleur qui commence à sentir. On sait que Sébastien Beaulieu est aussi très protecteur vis-à-vis de ses gardiens. Ouais. Il y a Nicolas qui répond, David, à son commentaire. Il dit c'est pas méchant le fait qu'il ait dit que Gauchi ne faisait pas un bon travail, mais il a fait des choix en intersaison qui sont bof, selon lui. Il dit également Joris, c'est OK, mais si Lausanne ne le laisse pas de côté, il ne serait pas là. Mais justement, il a profité du fait que Lausanne veut s'en débarrasser et il a ciblé ce besoin au centre pour aller le chercher, ce qui veut dire quand même que Gauchi est réactif à ce niveau-là. Il a été patient pour signer Phil Poula. Il faut quand même lui laisser le bénéfice du doute. Et il y a Marc qui dit Pouliot toujours blessé. Ce qui est dérangeant dans le fait que Pouliot soit blessé en ce moment, c'est que c'est un étranger. Donc, Genève Servette joue en ce moment à 3 étrangers. S'il obtient son fameux passeport suisse et qu'on ait réussi du côté de Genève Servette à signer un autre étranger, ben peut-être que Pouliot, avec son historique de blessure, oui, mais peut-être que les gens vont peut-être un peu moins le prendre en grippe, justement, du fait qu'il soit blessé. Mais en même temps, ça, c'est de la malchance. Le passeport suisse de Pouliot, c'est l'Arlésienne. Hein, on l'attend toujours. Il l'a attendu très longtemps. Il y a Didier Krebs qui est aussi bien informé, qui nous dit qu'avec la blessure de Rod, il se pourrait qu'il y ait un renfort qui vienne de la NHL au centre, qui puisse arriver peut-être prochainement à Genève, ce qui montre que Gauchi continue de travailler et d'essayer de donner finalement à Patrick Aymon et son staff le maximum de possibilités pour être performant sur la glace. Puis après 5-6 matchs, moi je crois qu'il n'y a personne. Oui, nous, on fait aussi beaucoup de théories, vous écoutez nos émissions, on essaie de se profiler, mais après 5-6 matchs, c'est quand même difficile de dire est-ce que Genève est moins bon, enfin, est-ce que les transferts et tout ça, on va laisser passer un petit peu de temps, mais de ce qu'on voit, nous, on est assez contents, en tout cas des nouveaux venus à Genève, et il ne manque pas grand-chose pour qu'on puisse enchaîner une série de victoires après peut-être ces 2 défaites. Il ne faut pas oublier qu'on n'a toujours pas vu l'équipe complète de Genève Servette. Pascal, pour finir sur Genève, c'était le grand retour de Chris Mixola. La patinoire des Vernettes était là. L'ambiance, ça ressemblait à quoi? Si on enlève l'aspect jeu, là, ce grand retour de Chris? Écoute, on a vu un homme en campagne électorale puisqu'il salue à peu près tous les VIP et tous les spectateurs qu'il a pu saluer avant le match, avant chaque tiers, après chaque tiers. Enfin, du grand Chris McSorley dans les bonnes années, c'est-à-dire vraiment c'est un homme de communication. On a aperçu aussi d'autres anciens de Genève Servette. Il y avait pas loin du banc de Lugano, il y avait l'ancien président Laurent Straussonne, il y avait Philippe Beson, bien évidemment il n'avait pas manqué un match du retour de Chris McSorley qu'il a fait venir à Genève, face en plus à Lugano où il a été très apprécié. On a vu Daniel Vukovic aussi qui était présent pour assister à ce match-là, et à la fin du match, comme de toute façon il savait Chris qu'il allait être demandé aux interviews. En gros, il en a fait 5 avant le match et 8 après.
Rien que pour les télés, le public l'a rappelé, il y a une partie des supporters luganais qui ont profité de l'occasion, et là il y a eu quelques tensions, vous pouvez le voir sur notre page Facebook, hein, on a mis la vidéo, il y a quelques insultes qui volent à ce moment-là, mais vraiment, il était sincère, et moi je l'ai eu à l'interview, vraiment, quand vous voyez l'interview, il se rapproche juste de moi pour l'interview, Ouais, c'est quelques secondes après. c'est Hein. quelques secondes après, et il est vraiment encore très ému, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à aller au bout de la deuxième réponse. Mais après, Max Orley, il a disparu un petit peu des radars avec ce qui s'est passé à Genève dans les dernières années, mais c'est pas parce qu'il a pris 1 ou 2 ans qu'il a perdu toute sa maîtrise de la communication, les gars. Et Non, soyons non, 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 sérieux, quoi. Il savait qu'il y avait les caméras, il savait que de toute façon il serait braqué, et puis que son show et sa compagne, je crois que tu le dis très bien, Pascal, ont été faits à merveille et ont tourné aux quatre coins de la Suisse. C'était une Ouais, certitude. ouais, juste pour donner une idée, c'est que moi j'ai été le voir avant le match et puis je lui demande comment est-ce qu'il se sent, puis il m'a sorti toute une tirade sur le fait que l'équipe a bien joué la veille, que c'est vraiment un honneur d'être à Lugano et voilà, c'est sa façon de communiquer. C'est un très bon, comme dit Marc, c'est un très bon comédien. Mm. Comme dit Simon aussi, c'est du soap opera qui s'est fait avec Oui, cette oui. rencontre. Le sportif a pris un petit peu le derrière par rapport à tout ce qui s'est fait dans ce retour de Chris à Genève. Voilà, messieurs, pour le week-end de Genève-Servette. On va tout de suite aller du côté de Bienne. Et du côté de Bienne, ça va bien, hein, puisque les Zélandais continuent à enchaîner les victoires, puisque désormais, c'est 6 matchs, 6 victoires, première place au classement, grâce à Fribourg-Gotteron qui a pris un point à Zug. Cette fois-ci, les Zélandais sont seuls en tête. Il y a surtout, moi j'ai regardé le match Lugano-Bienne pour préparer le match de samedi. Ça a été tout en maîtrise avec un Damien Brunner qui a fait des très bons choix sur les 3 buts qu'il marque. Et puis le but de la victoire, j'ai envie de le souligner par Gillian Colère contre Lugano, le petit jeune qui joue en quatrième ligne. Franchement, chapeau, c'était une très belle performance des Zélandais vendredi. Il y a Simon qui dit bravo, Bienne. David, il ne faut pas oublier que Bienne joue sans Gaëtan Haas. Oui, oui. Bon, est-ce qu'on a besoin On de Gaëtan? l'oublie, mais Non, il non, s'en sort plutôt bien. J'allais dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de Gaëtan Haas? Oui, toutes les équipes ont besoin de Gaëtan Haas, soyons d'accord, mais l'effectif de Bienne est quand même amené avec une certaine profondeur pour pouvoir pallier sur un court terme ce genre d'absence, que ce soit Gaëtan Haas ou Noah Rode. On s'organise toujours pour pouvoir continuer de performer et ça laisse l'opportunité à des joueurs de 3-4e bloc d'être amenés avec un petit peu plus de responsabilité. Mais attendez les gars, 2 victoires ce week-end, 6 sur 6 en championnat en ce début de saison. Je ne sais pas si on se dirige, et j'ai envie de faire un petit clin d'œil au futur rédacteur en chef du journal du Jura, Laurent Kleisel. Bien futur champion de Suisse, les gars, à ce rythme, non? Bah, en fait, ils essayent de gagner tant qu'il est encore à la patinoire, en fait. C'est ça, puisqu'il va quitter les bancs de presse à la fin du mois. Tout simplement, il a dit dans l'Ashtamtisch, hein, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, il l'explique que jusqu'au 30 septembre, il va encore suivre les matchs en tant que journaliste, puis qu'après, il serait dans les loges avec les partenaires du journal du Ah, Jura ben et voilà. du groupe. Voilà, pour dire bien, c'est du bon jeu, c'est solide, ça concrétise dans les matchs serrés, il trouve aussi le moyen de les gagner. Oui, ce qui s'est passé contre Fribourg, il y a du paranormal un petit peu, parce que Fribourg fait lui-même un petit peu, se désintègre totalement, ce qui permet à Bienne d'aller gagner ce match en prolongation, qui tient un petit peu du miracle. Bienne ne méritait pas forcément de gagner ce match, et Fribourg peut-être pas le perdre de cette manière, mais pour l'instant, avec le retour d'Antti Termenen, les transferts, Jere Salinen aussi très en vue, Rayala qui devient passeur, les gars. C'est quoi? C'est la paternité qu'il a eue qui l'a fait changer, et puis il a joué aux jeux vidéo, puis il s'est dit, tiens, il y a une option passe aussi sur le fonctionnement et le mode de jeu. Je sais pas, il se passe des choses à Vienne quand même un peu étranges, mais qui parlent pour l'instant où c'est une équipe en extrême confiance qui joue du bon hockey. Mais autant qu'au début de la saison passée, rien n'allait à Bienne, sauf Jérôme Moser. Là, j'ai l'impression que tout roule. Tout roule parfaitement, jusqu'à temps qu'il va y avoir un caillou sur la route et que là, tout va dérailler ou presque. Mais tout roule. Les joueurs surperforment. Van Pottelberg est très bon. Tormanen, honnêtement, et c'est ce que Simon dit aussi dans le chat. Il dit
Non, c'est pas Simon qui disait ça, c'était Nicolas. Même sans leur grande vedette, bravo à Bienne. Et c'est là qu'on voit qu'un coach avec une approche peut-être plus psychologique fait la différence. Je pense qu'il ne faut pas passer sous le silence le retour de Tormanen, qui a très bien préparé son équipe. Tout le monde rentre dans le système. Ça a été peut-être un peu plus difficile à jouer, mais on réussit quand même à aller chercher une victoire. C'était le premier match de la saison, donc il faut comprendre aussi que tout était un peu en rodage. Mais depuis, j'ai l'impression que l'équipe est vraiment très bonne. Tout le monde contribue. Et ça, c'est assez agréable à voir du côté de Bienne. Bon, c'est aussi le fait qu'on retrouve les automatismes, puisque Tormenon n'a été absent qu'une année et que ça a été compliqué aussi pour Lars Leuenberger d'arriver très tard, de parler aux joueurs, d'imposer son système de jeu au lieu de reprendre celui qui était celui de Tormenon par le passé. Ça a peut-être braqué et tout. Tormenon revient, c'est un petit peu la bonne nouvelle. Il a vaincu la maladie, le cancer. Les joueurs sont contents de le revoir. Peut-être pas tous, hein, mais en tout cas, la grande majorité du vestiaire joue désormais pour lui et est avec lui. Ça fonctionne. On ne change pas le système qui a fait la force quand même et des 2 demi-finales de Bienne par le passé. Donc, c'est plus facile de repartir avec un entraîneur qu'on connaît que de repartir avec un nouvel homme fort, une nouvelle tête pensante sur le banc. Et je crois que c'est aussi ça qui explique une partie des bons résultats du HC Bienne dans ce début de saison. Marc dit quel plaisir de revoir cet entraîneur, pour moi très responsable des bons résultats. Puis Simon disait rien à redire à part cette sanction de l'œuvre qui laisse transparaître que le HC Bienne s'en sort en général plutôt bien avec le juge unique. En parenthèse, de quoi faire saliver de jalousie les autres clubs romans. Je dis ça, je dis rien. Ouais, et ça, messieurs, moi, je la comprends pas, ce match de suspension, un seul match. J'en discutais à Lausanne pendant mon match. Pas pendant mon match, mais pendant les pauses. Et moi, c'est une sanction que je ne comprends pas. Tu vois les patins, tu vois le joueur qui se lance avec les mains très hautes. C'est une mise en échec aussi c'est une mise en échec qui est là pour frapper. La définition même d'une mise en échec, c'est de séparer le porteur de la rondelle. C'est aussi simple que ça. Une mise en échec, c'est fait pour ça. Et là, c'est vraiment pour faire mal. Moi, j'ai de la difficulté avec... C'était la première vraie sanction de la saison. Là. Et je trouve ça ridicule qu'on ait donné un match, surtout à un joueur qui vient de rentrer dans le championnat. Là, est-ce qu'il va s'en permettre d'autres des comme ça plus tard dans la saison? C'est la ligne. Si c'est la ligne, Jonathan, on s'y tient. Mais si après, on a une nouvelle fois de la peine à comprendre ce qui se décide, enfin voilà, mais il y avait quand même du crédit peut-être pour donner un petit peu plus. Je ne dis pas qu'on doit être exemplaire et puis aller trop loin non plus, mais un match paraît quand même surprenant. Hein, ça, on en a déjà discuté. Et puis, je pense pas grand monde dans le monde du hockey, sauf le HC Bienne, comprend vraiment la décision. Peut-être le HC Bienne en a été lui-même. Je pense pas qu'ils comprennent, mais je pense qu'ils sont contents. Moi, il y a un point qui me dérange, c'est que le règlement a changé cette année sur les charges à la tête. Ça n'a plus besoin d'être le premier point d'impact. Il suffit de toucher tout ce qui se situe au-dessus des épaules pour que ce soit considéré une charge à la tête. Et finalement, on ne sanctionne que d'un match, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut protéger les joueurs, qu'il faut réduire le nombre de commotions. Alors, certes, Anderson, il n'a pas de commotion, mais on punit pas une conséquence, on punit un geste. Il touche la tête, ça doit être minimum de matchs. Et je ne comprends pas non plus qu'il n'y ait pas eu d'enquête contre Schlepfer, parce que piquage avec le bout du manche, c'est extrêmement dangereux. Alors, certes, il touche peut-être pas au niveau du ventre de Tim Traber, qui est un gars solide et qui répond pas. Puis effectivement, il n'y a pas beaucoup d'angles de caméra, donc c'est difficile à voir. Mais celle-là, elle n'aurait pas dû passer non plus sous le radar. Au-delà de 5 matchs. Pour revenir à Bienne et à sa bonne forme, on peut peut-être commencer à jouer, à savoir quand c'est qu'ils vont perdre. Est-ce que c'est mardi contre Genève? Est-ce que c'est à Berne? Est-ce que c'est par la suite? Je sais pas, votre sentiment, ça peut encore durer cette série positive? Parce qu'en Suisse, on en a déjà vu des séries de 8, 9, 10 victoires des fois consécutives. Où va s'arrêter Bienne, Pascal? Écoute, j'ai pas envie de leur porter malheur puisque je commente le match vendredi à Berne. Alors, écoute, je sais pas, la dernière fois qu'ils ont joué, qu'ils ont fait un blanchissage sur une bonne série, c'était en début de saison l'année passée contre Lausanne. Vous avez gagné 6-0 lors du premier match, puis ils avaient enchaîné par 10 défaites. Peut-être demain, malheureusement. Je vois forcer d'aller le plus loin possible, hein, parce que tous les points qui sont pris maintenant, ils seront plus à prendre. Genève est capable de battre cette équipe-là. Par contre, est-ce que Gauthier Desclous sera devant le filet? Est-ce que Carrère sera de retour? Sûrement pas. Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impondérables du côté de Genève qui font que peut-être qu'il y a il y a des blessés à Bienne aussi. Hein. Il y a beaucoup de blessés à Bienne. Gaëtan Haas, il y a maintenant Fabio Offert aussi qui a la main cassée.
c'est aussi des points, on va dire, d'interrogation autour de l'organisation tout entière du HC Bienne pour les prochaines rencontres, vu qu'on est en train de parler du club zélandais. Donc, c'est pas aussi des super bonnes nouvelles de voir des éléments importants. Et Fabio Fer, depuis la saison dernière, revit et confirme son début de saison avec des nombreux buts qui vont peut-être manquer à Bienne. Mais écoute, ça fait de toute façon du bien de voir un roman en première position du classement. Donc, souhaitons-leur quand même de poursuivre le plus longtemps possible cette série de victoires. Voyons voir demain face à Ouais, Genève. Simon, il a toujours le petit mot sympa hein. Dans le chat, il dit ouais, il y a aussi eu des séries de 9-10 défaites à Bienne, hein. Il s'en souvient, mais c'est vrai que ça remonte à quelques années, peut-être. Oui, mais généralement, c'était le mois de novembre, non? Ouais, il y Ou le avait mois des d'octobre. trous. Le mois de novembre, c'était Genève qu'il n'aimait pas, donc il y a quelques années. Il y a Patrice qui dit Losley, un match aussi peu, vu on a parlé des sanctions. C'est vrai que Michael Losley, il s'en sort très bien parce que c'est un point directement dans le visage de Yannick Weber qui n'est pas du tout porteur du puck, qui est juste en train de s'avancer. Voilà, on fait un Mais petit peu la presse de boulevard, mais ouais, le juge unique et tout le mode de fonctionnement pour punir est encore en vacances. La saison commence toujours plus tôt, donc les sanctions arriveront à partir d'octobre-novembre, messieurs. Messieurs, pour finir bien, moi je dirais on s'en fout de quand la série de victoires va se terminer. Ce qui importe, c'est que ce ne soit pas une série de défaites après. Parce que si on enligne 3, 4 défaites, c'est là que les 6 victoires, on va les oublier. Et c'est là qu'il y a des questions qui vont se poser. Donc, peu importe quand la série de victoires va se terminer, il faut absolument réenchaîner par la suite avec des performances convaincantes pour le HC Bienne. Voilà, messieurs, on va se rediriger du côté du bord du lac Léman avec Lausanne. Et Lausanne, c'est la lanterne rouge actuellement avec cette victoire contre Genève en prolongation vendredi et puis surtout cette défaite à Rapperswil 5-1. Alors on sait que Rapperswil, c'est une patinoire que les clubs romans, ils aiment pas trop. Hein, et cette fois-ci, c'est Lausanne qu'on a fait les frais. Mais ce qu'on constate, c'est que Lausanne a énormément de problèmes pour marquer des buts. David, c'est quoi le problème à Lausanne? Si moi je le savais, John Fusk le saurait aussi. Et Lausanne te les joueurs paierait le cher sauraient si tu le aussi. savais. Voilà. Donc on peut peut-être m'appeler après overtime et puis je distribue mes comptes. Non, franchement, ce qui se passe en ce problème, c'est qu'une équipe qui a quand même beaucoup changé, qu'on a voulu énormément renforcer. On connaît ce qui se passe à Lausanne depuis quelques saisons maintenant. Il y a eu beaucoup de changements et que l'équipe a besoin de temps, hein. Alors, comme dirait Yves Sarrault, pourquoi ils n'ont pas commencé plus tôt à travailler ensemble et à être prêts? C'est peut-être une équipe qui peut se montrer redoutable en fin de saison, qui se cherche encore. Et je crois que ça explique ces 2 petits points récoltés en 4 matchs, ces 6 buts seulement marqués en 4 matchs. C'est clairement insuffisant quand on voit l'Armada. J'ai pas envie de dire que offensive, que l'effectif à disposition du coach John Faust, il y a vraiment matière à mieux faire. Au but, c'est solide, c'est certainement la meilleure défense du championnat, on vous l'a dit, et on n'en change toujours pas d'avis. Et au niveau de l'offensive, ça doit normalement cliquer, sauf que ça ne l'est pas encore. Il n'y a pas que cette magie, cette patte de folie qui peut enflammer un match. C'était serré contre Genève, victoire 2-1. Ça s'est mal passé à Rapperswil. C'est une équipe qui se cherche encore, je crois. Et enfin, voilà, les autres équipes en profitent, font des points contre Lausanne. C'est pas parce qu'ils sont lanterneurs aujourd'hui que dans 2 semaines, on a le même discours, hein. On va enregistrer ce qui se passe, puis on en rediscutera dans Overtime dans 15 jours, les gars, hein. Mais tu vois, après une semaine, on disait, bon, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Après 2 semaines, est-ce qu'on dit encore il est trop tôt pour tirer des conclusions ou on commence à lever un peu le drapeau que, hey, oh, il manque peut-être quelque chose offensivement dans cette équipe-là? Contre Genève, ils ont dominé le match. On va être franc, là, on va être clair, ils ont dominé le match. Il était intense, ils jouaient du bon hockey, ils amenaient des rondelles vers le filet, beaucoup de tentatives de shoot, des shoots bloqués par Genève, d'autres par Gauthier Desclous. On prend les devants 1-0, incapable d'aller chercher le deuxième but qui aurait probablement cassé les reins à Genève, peu importe quand dans le match, parce que Genève était dominée. On leur a ouvert la porte avec des pénalités, on leur a permis de regagner en rythme. Genève rapidement crée l'égalité en troisième période et ensuite, on a toutes les misères du monde d'aller chercher un but supplémentaire. Et contre Rapperswil, ben oui, on est de l'arrière, on tire de l'arrière 4-0. On va chercher un seul but dans le match. Le match était fini, probablement que le moral était dans les talons. On aurait dû se servir de l'émotion du match contre Genève, de la victoire, pour bien rentrer dans le match à Rapperswil. On n'a pas été capable. Là, il va y avoir le retour de Barberio, Phil Verone. Je pense que c'est pas un secret pour personne. C'est lui qui devrait être laissé de côté parce qu'évidemment, il n'en donne pas assez pour un premier centre.
Il était inexistant dans le match que j'ai commenté contre Genève. On le voit sur la patinoire, mais il ne crée absolument rien offensivement. Il n'est pas dangereux. Ses catchs, un bon physique, il l'utilise bien, il fonce vers le filet, on le voit. Emerton, on sait à quel point il est important à cette équipe-là, à quel point il peut jouer dans les deux sens à patinoire. Gernat, j'ai bien aimé son match contre Genève, mais si on parle des étrangers, Verone est tout simplement absent. Pascal, c'est aussi ce que j'ai envie de dire. Quand on a un début de saison comme ça compliqué, on peut aussi, quand on est coach, partir avec 2 défenseurs étrangers pour encore plus solidifier ses bases arrière et essayer de négocier au mieux la prochaine sortie pour espérer qu'elle soit victorieuse. Oui, tout à fait. Puis c'est un moyen de mettre la pression sur Varane, dont on dit que, voilà, que comme le relève Joe, qui n'est pas au niveau actuellement et pas en forme. En tout cas, pas la forme qu'on attendrait de lui. Et je regarde dans le chat, il y a d'autres solutions qui nous sont proposées. Il y a Marc qui nous dit que c'était une grave erreur de changer de gardien pour le match à Rapperswil. Simon nous dit qu'il faut vaincre le signe indien dans un désert d'interrogation et de grogne anti-Swoboda. Nicolas nous dit que Fous fait son possible et qu'il y a trop de pression qui vient du dessus, mais qu'il faut faire attention au jour où ça va se réveiller. On en a parlé, tout ce qui se passe autour, Pascal. Moi, je suis d'accord que ça aide pas à la bonne cohésion du vestiaire, de perdre Joris, de voir Berchi qui s'en va, qui n'a pas pu être conservé. Oui, ça fait. Mais quand on entre sur la glace, on laisse tout au travers. On est payé, on est professionnel, on joue son hockey, messieurs. Je sais pas, moi, ça... Mais Ben, les oui. gars, Raphaël Berger, là, a dit pour avoir une équipe gagnante, il faut des gars qui ont gagné. Il faut du leadership dans le vestiaire. Il l'a mentionné ça pendant qu'il était avec nous. Et moi, je reviens à l'année passée. On enlève un gars comme Corey Conacher, même si sur la patinoire, il ne donnait peut-être pas le rendement qu'on espérait de lui. C'est venu changer un peu le leadership de Genève. C'est venu un peu ébranler le vestiaire, j'ai l'impression. Après, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui et non. C'est certain qu'il y a d'autres éléments, mais à partir de ce moment-là, il y a une coupure. Moi, j'ai vu Lausanne vraiment descendre et en ce moment, j'ai l'impression que c'est juste la suite. On vient de sortir Joris, qui était aussi un gars apprécié dans le vestiaire, qui était là depuis 2 ans. À force, j'ai l'impression qu'on détruit un peu le noyau de l'équipe. On détruit un peu le lien de confiance que les joueurs ont entre eux pour amener des éléments comme extérieurs, des Verone et tout, qui n'ont jamais joué ici en Suisse. Est-ce que c'est une mauvaise évaluation de Verone? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il va falloir, et Fribourg le fait très bien, le fameux statu quo, être constant dans son équipe, garder le même noyau, à un moment donné, c'est important. Et c'est bien beau faire des changements et vouloir mettre l'équipe à sa main. Et je suis le premier à défendre les transactions parce que moi, je suis habitué dans le modèle nord-américain de voir des joueurs être échangés et tout. Mais parfois, les meilleures décisions, c'est les mouvements que tu ne fais pas. Et là, il y en a eu tellement que j'ai l'impression qu'on perd un peu l'esprit de cette équipe-là et qu'en ce moment, on cherche énormément. Après, tu peux modifier l'équipe comme tu veux, la nord-américaniser, faire quelque chose qui ne plaît pas forcément aux plus fidèles supporters lausannois et tout, puis tu gagnes le titre en fin de saison et tout le monde a oublié toutes les théories et le fait qu'il n'y ait plus de joueurs du cru ou plus de joueurs sympathiques en début de saison Ouais. dans le vestiaire. Donc, voilà, on gardera, on fera les comptes et on payera à la fin du bal tous les musiciens. Mais c'est vrai que Lausanne, si ça se réveille, ça doit être normalement solide et puissant, sauf que ça ne l'est pas pour l'instant. Non, et ça doit être aussi sur du long terme. Ça doit être une équipe constante. Il y a énormément de profondeur. On parlait de la profondeur de Zurich. On dirait qu'ils ont 3 premiers trios et un 4e trio. J'ai l'impression qu'en ce moment, Lausanne joue comme s'il y avait 3 troisièmes trios et un 4e trio. Je cherche encore l'étincelle offensive, le premier trio et le 2e trio de cette équipe-là. J'ai l'impression que personne ne veut prendre un peu le lead offensivement. Il y a des égos aussi, Pascal, je pense que tu es assez d'accord avec ça aussi pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs, mais pas que tout le monde peut jouer les situations spéciales et avoir le temps de jeu qu'il souhaite. Ah bah, tu parlais de situations spéciales, il y a 10 places sur les situations spéciales, sur le powerplay. Donc effectivement, quand il y a beaucoup de monde, il faut trouver le bon équilibre et puis que certains fassent le point dans la poche en attendant d'avoir une opportunité de se montrer, de prouver à l'entraîneur qu'il avait tort de ne pas les mettre à ce moment-là en powerplay. Mais bon, on n'est pas nous derrière le banc parce que c'est pas non plus, ça ne doit pas non plus être évident tous les jours pour John Foust avec une telle pléthore de joueurs à disposition, avec des résultats qui ne suivent pas non plus. Je dirais que c'est ça. Messieurs, la bonne nouvelle pour Lausanne, il reste 48 matchs à la saison. Ils ont le temps quand même d'en aligner des victoires puis de remonter au classement. Là, c'est une équipe quand même qui ne devrait pas terminer
lanterne rouge du championnat. Ce serait une grosse surprise. C'est simplement une mauvaise saison, je pense, pour la troupe de Moi, Champions. je m'engage à faire un overtime complet avec le maillot de Lausanne Hockey Club s'il termine lanterne rouge. Parce que alors là, franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est très très mal passé, messieurs. Hein. Alors, on va demander à Mickaël qui réalise l'émission et qui enregistre de bien couper cette séquence et de nous la ressortir au cas où. Je devrais pas avoir pris trop de risques normalement. Voilà, messieurs, pour le LHC. Et on se dirige vers le dernier club roman qui nous reste à discuter. Évidemment, on y va plus vite parce qu'on a pris 45 minutes avec Raphaël Berger. Mais on va parler d'une équipe qui a signé une première victoire en National League, le HC Ajoie. Moi, j'ai juste envie d'applaudir parce qu'ils ont gagné avec la manière. Et sans compter sur Azon de Vos pour les mener à la victoire. Il y a un Thibaut Frossard qui est en train de montrer qu'il a sa place en National League. Il a marqué un très beau but mardi dans la défaite contre Lugano. Il a marqué un très beau but samedi contre Ambry pour ouvrir le score. Il y en a un qui va commencer à avoir des grosses gouttes de sueur dans le dos pour conserver son top scorer dans son effectif. N'est-ce pas, David? Ça commence assez tôt, en effet, de discuter. Puis quand on voit les performances, en effet, d'un super Thibaut Frossard, hein, qui continue à faire ce qu'il faisait de manière magique en Swiss League déjà, c'était pas peut-être le joueur le plus attendu. On a beaucoup parlé de Vos Azon, tu le soulevais très bien, Pascal. Eux ont encore beaucoup de poids sur les épaules et essayent peut-être d'en faire trop et de réfléchir. Et ce temps de réflexion leur enlève une demi-seconde sur la glace qu'ils n'ont plus maintenant en National League. C'est tout le contraire d'un Thibaut Frossard qui joue libre, libéré, son meilleur hockey, qui marque des jolis buts, qui fait parler de lui en bien. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Vincent Leschen va devoir vite discuter avec ses joueurs, mais je crois qu'il en est conscient. Hein. Il sait qu'Ajoie a un projet sur 2, voire sur 3 ans, qu'il faut garder ses bons joueurs pour pouvoir continuer de progresser et d'en faire venir d'autres. Ça passe aussi par le côté affect de Frossard, de le convaincre de rester à la maison et de continuer de montrer que ce n'est pas que la première année et que les 5-6 premiers matchs où on peut briller pour aller entrevoir un autre grand club, ce qu'on peut lui souhaiter hein, finalement, parce que le joueur doit aussi vouloir le faire. Mais c'est vrai qu'Ajoie gagne. Qu'est-ce que ça fait du bien? Je ne sais pas, c'était après 3 premiers matchs compliqués. La victoire finit par arriver, on va dire, contre des équipes contre lesquelles ils se doivent aussi de gagner. Je ne dis pas que Ambry va végéter dans le fond du classement, hein, mais Ambry a réussi un très très bon début de saison, a eu les émotions de sa nouvelle patinoire, des bons transferts et tout. Mais si à la maison, Ajoie ne gagne pas contre des équipes comme Langnau, Rapperswil, Ambry, ça va vraiment être une saison compliquée. Ils l'ont fait de fort belle manière, bim, bam, boum, 3-0 après 20 minutes, la chose était classée. On a montré aussi qu'on savait gérer un effort, qu'on savait tourner le banc, qu'il y avait du coaching, que les joueurs peuvent un petit peu mieux respirer parce que oui, il y avait beaucoup d'attentes, mais le néo-promu, c'est toujours compliqué. Rapperswil a gagné un des 11 matchs, dites-moi si je me trompe, quand ils étaient arrivés en National League. Ça ne va pas être un bilan beaucoup plus reluisant pour les autres qui étaient montés, Langnau et tout ça, donc... Voilà, Ajoie en a une en 4 maintenant. Oui. Ça va en appeler d'autres. Alors Patrice dit, faut pas oublier que les 3 premiers matchs, c'était comme des grosses écuries comme adversaire, hein, bien Lugano, Zurich. Et puis il y a Anto qui nous a posé la question au début d'Overtime. Pensez-vous que le HCA a lâché les chevaux lors du 3e tiers à Zurich, ce qui a permis de gagner contre Ambry le lendemain? Jonathan, tu n'étais pas encore exprimé sur Ajoie. C'est très important de préparer des matchs. Et lorsque tu perds avec une marge insurmontable, parce que, disons-le, ça aurait été surprenant de voir Ajoie revenir de l'arrière. Écoute, ça aurait pu, mais ça aurait été quand même surprenant. C'est important pour un club de préparer le prochain match. Et de la façon dont Ajoie a fini le match en marquant 2 gros buts, c'est important pour le mental de dire, OK, on est capable de marquer contre cette équipe-là. OK, on reprend de la confiance. OK, on travaille sur de petits éléments, situation de match, parce que c'est bien beau l'entraînement. On pratique ensemble et tout, mais de pouvoir faire des choses que tu pratiques dans des situations de match contre un adversaire, de le pratiquer, d'aller chercher des automatismes, tout ça est important. Donc, c'est important d'aller préparer le match contre Ambry face à Zurich. Après, c'est sûr et certain que tout n'est pas rose. Puis je reprends, et c'est pas un mauvais jeu de mots, là, hein, avec Coca, tout n'est pas rose à Joie. Excusez-moi. Il y a Patrice qui dit dans le chat vivement le déclin de Devos et Azon demain contre Berne. Azon a quand même 3 passes en 4 matchs, 2 points là, dans le match, je crois, c'est contre Zurich.
oui, ces gars-là ont une adaptation à faire en National League. Leur rôle, sans avoir changé, leur style de jeu doit s'adapter à la National League. C'est la même chose pour Asselin, c'est la même chose pour le Duc en défense qui est nouveau dans cette ligue-là. Là, c'est sûr que le Duc et Asselin ont raté les derniers matchs parce qu'ils étaient blessés, mais Devos et Hazen vont avoir aussi du travail à faire. Thibaut Frossard s'est bien adapté à la National League en 4 matchs parce que, disons-le, l'échantillon est petit. Mais oui, Devos et Hazen devront travailler. Par contre, ils ont beaucoup de talent. Ces deux joueurs ont beaucoup de talent. C'est une question de temps, je pense, avant que ça se réveille. Quel est le problème par rapport aux autres? Ben, c'est qu'ils sont ultra surveillés et qui ne peuvent pas œuvrer comme ils veulent, qui laissent de l'espace peut-être aux autres lignes. Et eux nécessitent plus de temps que les autres sans que ça soit vraiment une surprise pour nous. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Pascal, Jonathan, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils doivent encore apprendre aussi à partager le travail. Parce que c'est aussi un réflexe de Swiss League de faire une présence, de pousser le puck au fond, de regarder un peu l'horloge, de regarder où on en est, puis de se dire, j'ai fait que 40 secondes, j'ai le temps d'aller encore travailler le long de la bande derrière le but adverse pour essayer de récupérer le puck, le temps que les camarades changent. Parfois, il faut aussi apprendre à dire, j'ai fait 40 secondes, je vais aller me poser, je vais aller prendre une grosse respiration, une gorgée d'eau, et puis à la limite, je vais revenir le chiffre d'après. On ne sait pas. Après, voilà, c'est aussi plus difficile de se dire qu'en face, c'est des gros bonhommes aussi. Certaines quatrième lignes National League sont des sacrées quatrième lignes qui peuvent faire très mal. Qu'est-ce que fait Gary aussi? Est-ce qu'il envoie sa première ligne quand il a le dernier changement contre la meilleure ligne adverse pour essayer d'équilibrer aussi le jeu et de contrer l'adversaire et d'obliger peut-être sa ligne de parade à être plus défensive et à surveiller ça? Ou il essaye de changer, de déséquilibrer tout ça au risque que ça soit finalement sa troisième ligne peut-être qui se retrouve face à la ligne de parade adverse? C'est aussi toutes des questions qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas pendant un match peut-être, qui peuvent être avancées comme ça. Oui, et il y a Patrice qui dit que c'est plus difficile d'être matché en National League qu'en Swiss League. C'est certain que, comme le dit Pascal, quand tu arrives au cercle des mises en jeu, c'est pas le même genre de joueur que tu as devant toi. Donc, pour Devos et Hazen, c'est sûr que c'est différent. Et il ne faut pas oublier, messieurs, que sur le tableau dans le vestiaire adverse, il y a 2 numéros. Il y a 2 chiffres, le 4 et le 8. C'est le début de la combinaison à l'euro million que tu nous donnes. Alors après, pour aller à la joie, il faut mettre le 12. Si jamais vous gagnez, vous me donnez une partie, les gars. Mais c'est sûr et certain que les équipes de National League se sont préparées au HC Ajoie. On regardait des matchs du HC Ajoie et tout tournait autour de Devos et Hazen. Et donc, le système de jeu, quand on affronte Ajoie, va beaucoup tourner autour de ces deux gars-là, de contrer ces gars-là, de contrer l'avantage numérique. On parle donc de l'avantage numérique d'Ajoie qui est bon depuis tellement longtemps, où Devos et Hazen vont chercher des points. C'est sûr et certain que c'est des situations de jeu qu'on pratique chez les adversaires du HC Ajoie, et c'est sûr et certain que ces deux joueurs-là sont ciblés. Oui, je pense que Berne va cibler Roman Engi demain, puisque c'est lui qui a marqué en powerplay. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir s'il confirme derrière maintenant, de voir si ça amène aussi une légèreté sur la glace, une envie de jouer peut-être différemment ou de gagner un deuxième match pour directement montrer que ce 4-0 contre Ambry n'était pas non plus le fruit du hasard, que tout le travail a été fait pendant l'été pour avoir ce succès-là et tout. Il faut confirmer, ça ne sera pas facile. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner dans la capitale face aux Ours, ça sera même très compliqué. On a vu le dernier match de Berne aussi, il y a du répondant. Ça sera deux équipes qui veulent bâtir pour avoir une série de succès positifs. Donc, à voir. Intéressant en tout cas à suivre, mais voilà, Ajoie ne méritait pas de perdre ses 52 matchs. On n'a jamais dit ça, on ne leur souhaite pas du tout ça. Ils vont en gagner quelques-uns, ils pourraient même en surprendre quelques-uns, et ça commence peut-être demain à Berne. Ouais, et c'était magnifique de voir. Excuse-moi, Pascal, c'était magnifique de voir surtout cette victoire à la Raiffeisen Arena. Il y avait bon, c'est sûr que moi, je l'ai vu à la télé, là, mais il y avait l'air d'avoir quand même une belle électricité, une belle énergie dans la patinoire, de voir enfin l'équipe dominer son adversaire, comme on est habitué de le voir à Ajoie, mais cette fois en National League. C'est assez réjouissant de le faire, plus que si ça s'était passé dans une autre patinoire. Comme il y a le Duc et Asselin qui sont blessés, il y a Joris qui nous demande est-ce qu'un étranger de Swiss League serait susceptible de débarquer à Porrentruy en licence B? Il nous cite Nunn et Knelson.
comme exemple. J'ai pas eu le temps d'appeler Vincent Leschen avant overtime pour avoir les dernières infos. Donc la porte est ouverte et tout est possible parce que c'est aussi des joueurs étrangers qui sont ultra dominants et qui méritent aussi peut-être de venir avoir leur chance en National League. Et ce serait surprenant que ce soit à Sierre qu'on aille piger pour aller chercher un autre étranger. Ouais, c'est plutôt ceux de Holton et tout. On sait que Holton, ça a été compliqué de discuter durant tout l'été, qu'on voulait peut-être se renforcer avec quelques joueurs vu l'effectif énorme qu'a Cloton. On n'a pas voulu entrer en matière, peut-être vexé aussi côté zurichois de laisser partir un joueur chez le club qui est monté alors que Cloton va devoir végéter une année de plus en Swiss League. Mais moi, oui, il y a des solutions, mais après des cartes de licence étrangère, il n'y en a pas 12 000. Donc oui, il y a 2 blessés. Asselin, c'est toujours délicat. Il va falloir prendre du temps pour bien le soigner, pour ne pas le perdre pour plus longtemps. Le Duc, à voir aussi. Mais il n'y a pas d'urgence non plus. On a aussi vu qu'avec 2 étrangers, on a bien joué. On a retrouvé des automatismes de Swiss League. Et à jouer en même temps, il n'y a pas d'attente particulière, hormis celle de gagner des matchs, bien sûr. Donc, pourquoi œuvrer rapidement sur le marché des transferts ou des licences B pour peut-être, je sais pas, payer plus tard. Donc, voyons déjà à Berne ce que ça donne. Et puis après, oui, si on apprend que la blessure des 2 joueurs étrangers est plus longue, d'œuvrer pour changer ça. Mais ça, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous écoute volontiers. Non, alors, juste pour répondre à Patrice qui dit ça joue pas en Swiss League demain, Holton joue pas demain en Swiss League. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que Joris a pensé. Après, c'est pas impossible. Hein. Je suis d'accord avec toi, David, qu'il faut être patient parce que de toute façon, il faut être patient de voir comment évoluent les blessures de Leduc et d'Asselin. Et il n'y a pas trop d'attente envers Ajoie et ça joue en leur faveur parfois, justement, parce que si on les voyait comme prétendants au titre, rapidement, ils devraient se retourner et aller chercher un étranger pour pallier les blessures. Mais là, tu as le luxe de ne pas avoir à te précipiter dans des décisions, donc de prendre ton temps et décider tes licences B, ils vont aller où? C'est clair. C'est clair. Ce sera intéressant de voir, messieurs, s'ils réussiront à signer une 2e victoire de suite avec ce déplacement à Berne demain. Parce que c'est aussi une équipe qui sont à leur portée. Aller jouer dans la capitale pour un club jurassien, c'est toujours un moment important. Puis je crois que s'ils veulent en gagner une à l'extérieur, ils aimeraient bien gagner celle-là en premier. Non, puis comme tu disais, David, c'est des clubs qui ont gagné leur premier match lors de leur dernier match disputé, donc samedi pour Ajoie et puis vendredi pour Berne. Donc forcément, il y a le début d'une série pour un des deux, puisqu'il y aura forcément un gagnant. C'est le début d'une série de victoires pour un des 2 clubs. On va être un petit peu roman, on va espérer que ce soit Ajoie. Voilà, messieurs, la fin approche. Il nous reste une chose à faire, c'est élire notre joueur du week-end. On s'est consulté, messieurs. Et Pascal, quel est notre joueur du week-end? J'ai déjà cité son nom tout à l'heure quand on parlait de Bienne, puisqu'on va saluer la performance de Damien Brunner sur l'ensemble du week-end. Triple buteur vendredi, il est encore buteur et passeur samedi. Il a clairement mené son HC Bienne vers 2 succès supplémentaires durant ce week-end de compétition. Moi, je crois qu'il n'y a rien à redire par rapport au choix qui s'impose de Damien Brunner en ce moment, en ce début de saison. Il brûle la Ligue. Est-ce que finalement, en pleine possession de ses moyens et pas blessé, on n'a pas un des meilleurs joueurs suisses de ce championnat? Il l'a toujours été. Il l'était déjà à Zug avant de partir en NHL. En NHL, il n'a quand même pas fait n'importe quoi. Il a juste été peut-être un petit peu trop gourmand dans ses demandes salariales pour finalement revenir en Suisse. Et le fait d'avoir été relancé à Bienne, hein, ça a été quand même des paris qui ont été faits par Steinegger qui ont fonctionné. On reforme une ligne zurichoise avec Künzle et Kunti quand ceux-là sont aussi opérationnels qui fonctionnent du tonnerre de Dieu. Bref, Damien Brunner, quand il joue comme ça et qu'il est heureux dans la vie, et je crois qu'il a tout pour l'être, ça va être un gros atout pour le HC Bienne. Oui, ça rappelle à quel point c'est un joueur dominant. Ça explique aussi pourquoi il a fait le transfert en NHL pendant sa carrière. Quand il est en santé, quand il est au sommet de sa forme, c'est vraiment un joueur spectaculaire. La semaine dernière, on avait hésité entre Phil Poulin et Tony Rayala, un autre Biennois. Mais là, par contre, c'était un choix assez évident pour notre équipe. Vous pouvez nous dire si vous n'êtes pas d'accord dans le chat aussi. Vous pouvez nous donner peut-être votre joueur du week-end. Mais
Mais juste en termes de points et en termes de ce qu'il a apporté à l'équipe pour les mener vers 2 succès, je crois que c'est difficile de débattre de quelqu'un d'autre, non? Il y a aussi ce qui a aussi pesé dans la balance, c'est le fait que Bienne a gagné ses 2 matchs du week-end, contrairement aux autres clubs romans. On a un petit peu hésité aussi avec Thibaut Frossard, parce que pour récompenser aussi sa belle semaine, mais c'est vrai que voilà. Ce sera peut-être une autre fois, exactement. La balance a plutôt penché du côté de la Tissot Arena plutôt que de la Raiffeisen Arena. Il reste encore une chose, Jonathan, tu as oublié, c'est le programme de la semaine, puisque vous le savez, on vous la présente chaque semaine, cette programmation. Demain, on ira donc pour le studio suivre Bienne, Genève, ce sera dès 19h25, en studio avec David d'ailleurs. Ouais, avec grand plaisir. On a beaucoup de choses à vous dire. Donc, pointez-vous à 19h25, c'est ce que je vous dis. Il y a de la Swiss League et les 2 autres matchs studio, vous les voyez pour les studios du week-end. Bien sûr, tous les autres matchs à suivre sur nos autres canaux, mais encore de belles choses à vivre et on se réjouit de vous retrouver demain soir pour vivre de nouvelles émotions. Alors, pour ceux qui font que nous écouter, mercredi, pour la Swiss League, ce sera Holton-Viège, c'est 19h40 sur MySports One. Vendredi, le match studio, ce sera Lausanne-Davos et samedi, Fribourg-Zurich. Et bien évidemment, vous pourrez également suivre Backcheck le Talk sur YouTube et sur Facebook en simultané, mardi, vendredi et samedi. C'est important de le signaler. Vous êtes nombreux aussi à profiter de ces canaux-là pour les suivre. Et puis, bien évidemment, tous les autres matchs de National League sur MySports Pro. Et Pascal, prochainement, Backcheck le Talk qui rejoindra Overtime aussi sur nos plateformes audio, donc sur SoundCloud, Apple Podcast et Spotify. On va leur donner du temps dans leur voyage, transport et tout aux gens de pouvoir vraiment être au top du top en matière de hockey sur glace. Ça va donner le goût de faire des road trips, tout ça. Hein? C'est ça. Profitez d'écouter quand vous allez vous déplacer, je ne sais pas, à Davos ou à Lugano, pour aller supporter votre équipe. Vous mettez les écouteurs, vous écoutez. On n'est pas sponsorisé par une marque de voiture ou par la régie des trains fédéraux, hein, on vous le dit, mais baladez-vous en forêt aussi, ça fait du bien. Messieurs, je prends un dernier commentaire dans le chat. Il y a Patrice qui dit « Bon match à tous. Quel beau métier vous faites. » Je suis parfaitement d'accord avec lui. Quelle chance on a. Ouais, je crois on a de la chance. Moi, j'arrête pas de me dire chaque soir de pouvoir faire vivre les émotions aux téléspectateurs dans les patinoires ou de pouvoir transmettre cette passion qu'on a pour le hockey sur glace. Et il y a des moments qui sont plus hauts dans certains moments de notre carrière à nous aussi. Faire l'interview de Phil DeVos à quelques minutes après la promotion restera highlights aussi. Il y a des moments aussi plus difficiles où des fois on n'est pas en forme et moins bon, mais promet que chaque soir, c'est la fête aussi pour nous. Puis on est content, très content de vous retrouver parce que vous aussi, vous êtes au top, nos suiveurs, parce que vous êtes fidèles, vous êtes toujours là pour Overtime, pour nous suivre. Et on vous remercie aussi. Avec des petits cœurs. On fait des petits cœurs. Voilà, faut bien viser. Et quelle belle feuille, on se croirait à la Saint-Valentin. Arrête, on est trop mielleux. David, on va te remercier d'être venu avec nous. Et puis, bien sûr, on réitère nos remerciements à Raphaël Berger d'avoir été notre premier invité. C'était un plaisir de l'avoir. Et puis, bien évidemment, on va vous tenir au courant pour les prochains invités. N'hésitez pas aussi à nous dire qui est-ce que vous aimeriez qu'on invite pour des prochains Overtime au niveau des invités. On a quelques idées, mais peut-être que vous allez aussi nous en donner. Ça peut être intéressant d'avoir vos avis. Puis on vous rappelle les rediffusions. Alors Jonathan a déjà cité Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Dans quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube si vous voulez nous revoir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Comme ça, vous ne loupez rien sur ces différentes plateformes. Et on vous souhaite à tous une excellente semaine de hockey sur glace. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Ah ouais.